Alors bonjour, hi everyone, et bienvenue à l'édition du mois de février des forums de recherche CanFran. Celui de ce mois-ci est intitulé Vers un continuum intégré de services dans l'évaluation diagnostique des enfants âgés de 0 à 7 ans. Euh, Excusez-moi, ça fonctionne pas. Ça commence bien. Oh là là. OK. Chez qui l'on soupçonne une condition neurodéveloppementale. Je m'appelle Eliana Minogenis et je suis la responsable du programme de formation à la plateforme canadienne de formation en recherche neurodéveloppementale. So, hi everyone, welcome to our February edition of the CanArt Research Forums toward an integrated service continuum in diagnostic evaluation for children aged 0 to 7 years old with suspected neurodevelopmental conditions. My name is Eliana and I am the training program manager at the Canadian Neurodevelopmental Research Training Platform. Pour celles et ceux qui découvrent CanFran aujourd'hui, nous sommes un pôle de formation collaboratif pan-canadien qui soutient l'excellence en recherche ainsi que des parcours durables et équitables pour les chercheurs et chercheuses en début de carrière dans le domaine des conditions neurodéveloppementales. Nous réalisons cet objectif grâce à l'apprentissage multidisciplinaire et intersectoriel, au mentorat et à la création des liens. L'une des façons dont nous favorisons ces échanges est de rassembler la communauté CanFran pour apprendre et discuter lors des forums comme celui-ci aujourd'hui. CanArt is a collaborative training hub that supports research excellence as well as sustainable and equitable pathways for early career researchers in neurodevelopmental conditions across Canada. We do this through multidisciplinary cross-sector learning, mentorship, and connectivity. One of the ways we foster this exchange is by bringing the CanArt community together to learn and discuss through forums such as today's event. Le forum d'aujourd'hui est présenté en collaboration avec le Réseau pour transformer les soins en autisme, ou RTSA. Avant de commencer, j'aimerais reconnaître que les sièges sociaux du CanFran et du RTSA sont situés sur le territoire traditionnel des nations Haudenosaunee et Anishinaabe. Cette terre est depuis longtemps un lieu de rencontre et d'échange entre les nations autochtones, notamment les Iroquois du Saint-Laurent, les Hurons-Wendat et d'autres. Today's forum is brought to you in collaboration with the Transforming Autism Care Consortium, what we like to call TAC. And before we begin, I would like to acknowledge that CanArt and TAC headquarters are located on the traditional territory of the Haudenosaunee and Anishinaabe nations. This land has long been a place of meeting and exchange among Indigenous nations, including the St. Lawrence Iroquoians, the Huron-Wendat, and others. Veuillez noter que la présentation d'aujourd'hui sera donnée en français. Un enregistrement avec transcription en anglais vous sera rendu disponible dans les prochains jours. Alors que nous poursuivons nos efforts pour rendre ces présentations bilingues, nous vous remercions de votre patience. Please note that today's presentation will be given in French. A recording with English transcription will be made available to you in the coming days. As we continue working toward making these presentations bilingual, we thank you for your patience. Et maintenant, j'ai le plaisir de vous présenter Martine Abra, responsable des partenariats et la mobilisation des connaissances au RTSA, qui présentera nos formidables conférencières. And now, I am pleased to introduce Martine Abra, Partnerships and Knowledge Mobilization Lead at TAC, who will introduce our amazing speakers. Merci beaucoup, Eliana. Vraiment, nous sommes toutes très, très, très contentes de vous accueillir en grand nombre ce soir et d'offrir ce webinaire en partenariat avec la plateforme CanFran. Et merci d'avoir pris le temps en fin de journée là, pour venir échanger avec nous. Pour ceux et celles qui découvrent le RTSA, peut-être pour la première fois ce soir, je vais juste vous mentionner que nous sommes un réseau de recherche en partenariat avec la communauté, lancé en 2017 et reconnu par les fonds de recherche du Québec. La mission du RTSA est de rassembler et mobiliser les acteurs et les actrices de la recherche à travers le Québec pour améliorer la qualité de vie des personnes autistes ou ayant une condition neurodéveloppementale. Nos membres comptent plus de 115 chercheurs à travers le Québec, plus de 400 étudiants et étudiantes et membres de la communauté qui s'intéressent à la recherche en autisme et en conditions neurodéveloppementales. Donc, ce soir, nous avons vraiment le plaisir de recevoir Claudine Jacques et Geneviève Saunier qui nous parleront de leur projet, comme Eliana l'a mentionné, qui a mené au développement d'un modèle logique de trajectoire de référence en évaluation diagnostique pour les enfants 0 à 7 ans, chez qui on soupçonne une condition neurodéveloppementale. Ce sujet, finalement, l'identification et l'intervention précoce en autisme et en conditions neurodéveloppementales, représente pour le RTSA une des 4 thématiques sur lesquelles le réseau aimerait offrir une série d'événements et d'activités qui viennent soutenir la mobilisation des connaissances et la recherche sur la thématique. Donc, si le sujet vous intéresse, je vous invite à vous inscrire en tant que membre, là, si ce n'est pas déjà fait, sur le site web de notre réseau. Je vais vous mettre le lien dans le chat sous peu.
On est vraiment nombreux ce soir, c'est vraiment excitant. Là, je compte 57 participants et participantes. Si vous avez le temps, on aimerait savoir qui vous êtes là dans le chat, mais peut-être vous dire un petit peu plus qui vous êtes, où est-ce que vous travaillez, puis qu'est-ce qui vous a intéressé à vous inscrire au webinaire de ce soir. Alors, sans plus tarder, j'aimerais vous présenter nos conférencières. Nous avons donc avec nous Claudine Jacques, qui est professeure au département de psychoéducation et de psychologie de l'Université du Québec en Outaouais et qui exerce à titre de psychoéducatrice clinicienne. Ses recherches explorent la manière dont les intérêts, les forces et les profils comportementaux des enfants autistes peuvent éclairer les pratiques évaluatives et éducatives. Elle vise également à élaborer, implanter et évaluer des trajectoires de services, d'évaluation et d'intervention pour les jeunes enfants présentant des conditions neurodéveloppementales. Sa collègue Geneviève Saunier est chercheure d'établissement au Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais. Ses recherches s'inscrivent dans le champ de la famille et du handicap de l'enfant et visent à soutenir le développement et l'implantation de services fondés sur les meilleures pratiques par le biais d'approches participatives réunissant les experts et expertes du domaine, les gestionnaires, les professionnels, ainsi que les personnes et familles usagères des services. Alors, sans plus tarder, je vais inviter nos conférencières à prendre la parole. Merci. Merci beaucoup pour cette belle présentation. Donc, je pense qu'on est vraiment contente de pouvoir avoir ce privilège-là de parler d'un projet qui nous tient vraiment à cœur. La présentation a été assez complète, Geneviève. Peut-être ce que j'ajouterais, c'est que nous sommes deux à présenter, mais l'équipe de recherche comprend également Mélina Rivard, Nadia Abouzed et Elodie Hérault. Donc, c'est vraiment un travail qui s'est fait en collaboration là, avec d'autres chercheurs. Puis, j'ai envie de dire que je suis une chercheure, mais d'abord aussi également, j'ai une clinicienne. Donc, je suis psychoéducatrice de formation. J'ai travaillé dans deux hôpitaux de Montréal, l'hôpital Sainte-Justine et l'hôpital en santé mentale Rivière-des-Prairies. Puis, je pense que c'est un peu ces deux expertises-là qui vont me permettre aujourd'hui là, d'échanger avec vous là, sur ce projet-là. Geneviève, est-ce que tu avais autre chose à ajouter à cette belle présentation? De la même façon que ma binôme Claudine, là, j'ai aussi les deux côtés. Je suis travailleuse sociale de mon côté de formation avant de me pencher vers la recherche en établissement, donc dans ce centre de santé et services sociaux, l'enseignement comme chargée de cours également à l'université. Euh, Puis j'ai travaillé dans à peu près tous les milieux là, comme intervenante psychosociale, que ce soit l'école, les CLSC, les services à l'enfance. Les groupes communautaires qui soutiennent les familles, donc une expérience encore assez vaste, puis avec des implications là, qui durent jusqu'à maintenant là, dans ces différents milieux. On a ici le plan. Est-ce que peut-être nommer un peu le plan de la présentation, puis après je vais poursuivre, Geneviève? Oui, tout à fait. Donc, on vous présente les résultats d'un gros projet là, qu'on a mené durant un bon 2 ans. Donc, on a choisi ce qu'on allait mettre de l'avant. Donc, on va faire une petite mise en contexte là, pour se donner des bases communes, des repères communs. On va présenter rapidement la méthodologie du projet. On va s'attarder plus sur les résultats, donc avec des points, des éléments concrets là, pour orienter les pratiques. Puis on va terminer avec les apprentissages, les recommandations, une conclusion, des remerciements, puis vos questions, des discussions, des échanges suivant notre contenu que nous aurons présenté. Merci beaucoup, Geneviève. Donc, on continue. En fait, je pense que cette diapo-là est quand même importante parce que lorsqu'on a initié les travaux, je me souviens pré-pandémie en 2019, lorsqu'on a été approché pour ces travaux-là par le ministère, à l'époque, il y avait beaucoup la question des enjeux de développement de l'enfant. Puis, on avait des chiffres comme par exemple 8,4 dans des revues plus systématiques d'enfants qui présentent des enjeux de développement. Puis, ce qui nous avait surpris lorsqu'on fouillait les données, c'est de voir à quel point mais lorsqu'on parlait d'enjeux de développement, on parlait de plusieurs choses différentes. Est-ce qu'on parle de conditions neurodéveloppementales, donc un diagnostic? Est-ce qu'on parle plutôt de retard de développement ou est-ce qu'on parle de vulnérabilité de développement? Puis on voit que selon ce qu'on aborde, on n'a pas les mêmes prévalences. Puis même, il y a l'étude quand même importante là, qui a été faite
l'enquête provinciale sur le développement de l'enfant au Québec, où on disait 27,5% des enfants de maternelle 5 ans montrent une vulnérabilité dans au moins un domaine de développement. Puis ça nous avait un peu frappé. Puis tous ces chiffres-là, en fait, ce que ça faisait, c'est que la question qu'on se posait, c'était, mais si on n'identifie pas bien la clientèle ou la population qu'on veut viser, ben, comment on fait après pour bien adapter les services, puis avoir suffisamment de services pour répondre à tous ces enfants-là? Et c'est comme ça qu'on a initié les travaux en se posant la question, mais on parle de quoi? Puis je me souviens avec Geneviève, là, parce qu'on collabore ensemble depuis quand même très longtemps. Donc, avec Geneviève, on se posait la question, mais on parle de quoi? Quand on parle d'un retard de développement, bon, retard de développement, ça faisait longtemps qu'on en parlait, mais là, oh, s'ajoutait retard global de développement, qui est un diagnostic du DSM. Donc, ah, c'est pas la même chose que le retard de développement ou une atypie de développement. Donc, parfois, l'enfant ne présente pas de retard, mais son développement ne va pas se faire ou correspondre à ce qu'on s'attend selon les repères pour l'âge. Puis après, bon, tout ce qui est troubles neurodéveloppementaux, que nous, on va plus utiliser le terme condition neurodéveloppementale, où là, on peut parler des diagnostics, par exemple, d'autisme, de déficience intellectuelle, de TDAH, donc trouble de l'attention avec hyperactivité, où là, on a vraiment les diagnostics. Donc, on avait au départ le questionnement de on parle de quoi, puis on avait l'impression que c'était important de mettre ça de l'avant, de bien s'assurer qu'on a le même langage lorsqu'on parle de ces jeunes enfants qui présentent des enjeux de développement. Donc, je te laisse continuer, Geneviève. Merci, Claudine. Donc, une fois ces repères mis en place, là, ce qu'on sait depuis de nombreuses années, c'est qu'il y a des enjeux qui sont persistants dans l'identification, mais aussi dans l'intervention auprès des enfants qui ont une condition neurodéveloppementale. Là. On vient de voir qu'il y a plusieurs concepts pour parler de ces enfants-là qui présentent un retard, une vulnérabilité développementale, pardon, et la mise en place d'un continuum de trajectoire d'évaluation puis d'intervention pour soutenir le développement de l'enfant, mais aussi sa famille, ses proches, ses parents. Donc, ce qu'on observe dans la littérature, c'est des inégalités importantes en matière d'accès aux services, des discontinuités dans les services offerts aux enfants et aux familles, un défi de coordination entre les différents services ou équipes impliquées, euh, l'absence souvent de guidance parentale et de support pour les familles, donc des besoins que les parents expriment et qui sont moins répondus. Donc, on s'adresse davantage à l'enfant, peut-être un peu moins aux parents. Euh, Parfois, l'identification tardive de conditions neurodéveloppementales, donc des enfants qui passent un peu à travers les mailles du filet et qu'on n'arrive pas à identifier là, durant la petite enfance. Tu peux poursuivre, Claudine. Un peu face à ces défis-là, il y a le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec qui a implanté la trajectoire Agir tôt, donc une trajectoire qui vise justement à intervenir et à identifier les enfants, puis à leur donner des services. Euh, c'est une trajectoire qui s'intéresse et qui regarde les enfants et les difficultés développementales. Donc, par une composition, une trajectoire des services, si tout va bien pour l'enfant, il n'y a aucun service qui est donné. Il va continuer, que ce soit en centre de la petite enfance, passer à la maternelle, commencer son parcours scolaire. Dans certains cas, il peut y avoir certaines préoccupations où on va proposer des services d'intervention précoce, donc pour soutenir le développement de l'enfant, pour soutenir la famille également. Puis, dans le cas où un retard est dépisté, qu'il y a des préoccupations plus importantes, on va diriger donc les familles, l'enfant vers une évaluation plus approfondie si c'est requis. Il y a une petite lumière, c'est la lumière de nos cerveaux respectifs comme équipe de recherche. Donc, nous, comme équipe de recherche, on s'est intéressé finalement à cette évaluation-là plus approfondie si requise. À essayer de déterminer, tu peux poursuivre, Claudine.
à développer un modèle logique de trajectoire de référence en évaluation diagnostique de l'enfant 0-7 ans. Donc, quand les enfants arrivent dans cette portion, dans ce segment du programme Agir tôt, donc on s'est questionné à savoir quel est le meilleur modèle de trajectoire d'évaluation diagnostique de l'enfant. Alors, méthodologiquement, c'est un projet donc qu'on a mené sur plus de 2 ans, qui avait trois grandes composantes méthodologiques, si on veut. Le premier étant une importante synthèse de connaissances, où on est venu identifier les pratiques probantes qui sont dans la littérature et à travers des modèles existants. Donc, on a fait 2 études de portée qui sont des revues de littérature où on est allé documenter ce que les écrits scientifiques disaient sur l'évaluation diagnostique des enfants. Puis, on s'est aussi attardé à 2 modèles qui existent, donc 2 cliniques d'évaluation diagnostique. La première, BCMF, qui est Voyez les choses à ma façon, une clinique publique-privée à Montréal, et le projet OSE, qui est rattaché à la clinique CRDE au CIS de l'Outaouais, qui est la clinique régionale du développement de l'enfant, pardon. Donc, on a fait une synthèse des connaissances à partir de ces différents éléments là, de littérature et de modèles d'intervention déjà implantés. On a fait des entrevues et des focus group auprès de 3 catégories, si on veut, d'experts. Les experts scientifiques, les experts cliniques et nos experts de l'expérience, qui sont les parents premiers concernés finalement par cette situation-là, cette condition-là de l'enfant. Puis, le but était la finalité de ce processus-là, de construire un modèle logique d'une trajectoire diagnostique de référence qui pourrait être attaché au programme là, Agir tôt dans ce segment-là qui est l'évaluation de l'enfant si requise, là, comme j'ai présenté un petit peu plus tôt. D'un point de vue méthodologique, un coup qu'on a construit là, sur la base de la littérature, des modèles existants, de nos rencontres, de nos échanges avec les parties prenantes, on a proposé un modèle logique qu'on est venu restituer, donc on est venu valider auprès d'un comité consultatif. Et c'est pourquoi on l'a appelé le modèle logique participatif. Donc, on s'est inspiré là, des travaux de Reed et Dagenet là, en évaluation de programme. Je ne rentrerai pas trop dans le champ conceptuel là, du modèle logique où on part d'une problématique et où bon, on se donne des objectifs, on définit un groupe cible, on définit à la fois les intrants et les résultats qu'on veut voir arriver, tout en s'arrêtant aux activités qui sont nécessaires pour arriver à ces résultats-là. Donc, on a créé un modèle logique participatif à travers une méthodologie de recherche participative. Tu peux poursuivre, Claudine. Au niveau de nos 3 champs d'expertise, donc ce qu'on a appelé les experts scientifiques, c'est des professeurs, des chercheurs, des personnes qui sont reconnues dans le domaine de l'évaluation de l'enfant, que ce soit par des spécialistes dans les milieux médicaux, dans les hôpitaux universitaires, par exemple, pour enfants, ou du côté universitaire. Donc, on a rencontré 9 experts scientifiques par des entrevues individuelles. On a eu nos experts expérientiels, donc 11 parents d'enfants qui avaient eu je me rappelle plus, Claudine, dans les 2 années précédentes ou 4 années précédentes, dont l'enfant avait reçu un diagnostic là, pour un trouble neurodéveloppemental. Puis nos experts cliniques, qui étaient en fait un comité consultatif composé de médecins professionnels qui avait été mis en place par l'Institut national d'excellence en santé et services sociaux et qui a été intégré dans notre projet comme partie prenante. Donc, on a fait également des focus group, 2 focus group auprès de ces 9 cliniciens
du terrain, là, des différents milieux de pratique. Peut-être aussi pour ajouter qu'on a eu une représentativité provinciale, en particulier au niveau des parents. Donc, souvent, un des écueils, un enjeu de la recherche scientifique, c'est d'avoir des parents qui proviennent uniquement des grands centres urbains. Donc, dans ce projet-là, les parents provenaient de différentes régions du Québec. Certains étaient en milieu urbain, mais d'autres en milieu très éloigné, là, à être vraiment au fond du lac Saint-Jean, devoir faire 2, 3 heures de route pour aller vers la métropole pour avoir des services ou faire une évaluation, voir un professionnel, etc. Donc, il y a eu vraiment une représentativité sur le plan des appartenances provinciales dans cette démarche-là. Merci Geneviève. Alors, pour continuer, on essaie d'être fluide. Nous devions être ensemble, mais la température en a décidé autrement. Donc, moi, je vais vraiment parler du rentrée, en fait, dans le modèle de trajectoire, en essayant d'avoir des exemples assez concrets. Puis, en fait, Geneviève a bien expliqué quelles sont les composantes de la trajectoire, mais on va vraiment s'arrêter sur une composante puis la composante sur laquelle on va s'arrêter, c'est la composante activité. Mais je voulais seulement montrer, puis ça, on peut bien le voir dans les rapports, puis les articles qui vont avec nos recherches. C'est un travail quand même minutieux. On a essayé d'avoir différents niveaux conceptuels pour arriver, quand on arrive à l'énoncer, arriver à avoir un exemple plus concret de la façon de déployer l'activité proposée. Donc, on va toujours regarder le modèle de cette façon-là, mais uniquement pour la composante, la sous-composante activité. Et dans la sous-composante activité, puis c'est sûr que là, c'est beau, mais c'est beaucoup de réflexion autour de nous, on avait eu comme demande du ministère de penser ou de développer une trajectoire d'évaluation diagnostique. Puis dès qu'on s'est assis avec le comité consultatif composé de médecins et de professionnels et de gestionnaires, on s'est dit, OK, mais on ne peut pas avoir seulement l'évaluation. L'évaluation ne peut pas être un électron libre. Puis on peut pas, il faut absolument accrocher autour la pré-évaluation et la post-évaluation après. Donc, on doit tenir compte de ce qui se passe en amont et en aval. Mais plus que ça encore, on s'est dit, il faut même avoir des activités transversales parce qu'on veut que l'enfant et le parent, la famille soient accompagnés tout le long de cette trajectoire-là. Donc, on a vraiment pensé dans la composante activité les sous-composantes de cette façon. Et là, on va aller regarder chacune de ces sous-composantes-là. Évidemment, on ne pourra pas faire le détail de chacune parce que c'est quand même, il y a beaucoup d'informations, mais je pense que ça peut nous donner une belle idée. D'abord, lorsqu'on regarde les composantes, on avait le comité consultatif qui était là, qui a vraiment, on a vraiment travaillé en collaboration avec le comité consultatif à partir du début des travaux jusqu'à la fin. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin, ils nous ont même donné au moment de la restitution un peu leur niveau d'accord par rapport à la finalité du modèle logique. Là, ici, bon, on ne présente que les pourcentages, mais il y avait encore à la fin des commentaires qu'on a pu intégrer pour aller raffiner soit les énoncés, soit les composantes. Donc, c'est vraiment un travail où on a essayé jusqu'à la toute fin d'avoir la meilleure représentation possible par rapport aux personnes avec qui on avait le plaisir de collaborer. On va détailler chacune. Si on commence d'abord, la première chose, c'était au niveau des activités transversales. Donc, nous, tout de suite, on s'est dit, ben, il faut d'abord commencer par avoir attaché les différentes étapes. Donc, qu'est-ce qui peut venir attacher la préévaluation, l'évaluation et la post-évaluation? Puis, une posture de base qu'on avait, puis que le comité consultatif nous a beaucoup aussi reflété, c'est l'idée du parent partenaire. Puis là, ce qu'on voit ici, c'est que dans l'activité transversale, il y avait 6 thèmes. Donc, comprenez qu'il y avait toujours plusieurs thèmes, mais dans chacun des thèmes, on avait aussi des énoncés. On ne va pas regarder toujours les énoncés, mais on voulait seulement pour donner un exemple. Par exemple, par rapport aux parents partenaires, on avait différents énoncés de type, ben, on veut que le parent joue un rôle actif dans la démarche. Ça, c'est des choses, on s'entend bien sur ça. On veut informer le parent. Donc, comment on fait pour rendre accessibles les informations pour répondre aux besoins de l'enfant et des parents? Comment on va faire pour obtenir un consentement à chaque étape?
le consentement, c'est pas seulement quand le parent arrive, mais à chaque étape, on demande un consentement. Puis moi, quand je fais le parallèle avec la recherche, lorsqu'on demande un consentement, on informe en même temps. Parce que pour demander un consentement, il faut demander, il faut expliquer aux parents à quoi ils consentent. Donc, c'est comme une façon de toujours valider aussi la compréhension du parent. Puis, toute la reconnaissance de l'expertise du parent également. Donc, le parent partenaire, je pense que ça fait longtemps qu'on sait le parent doit être, on veut vraiment axer sur le pouvoir d'agir, c'est des choses qu'on sait, on veut collaborer, mais je trouve que le mot partenaire venait vraiment bien inscrire la posture qu'on voulait adopter dans nos travaux. Après, on arrive à la pré-évaluation. Donc, la première étape, au niveau de la préévaluation, évidemment, tous les aspects de surveillance du développement. Puis quand on parle de surveillance, il y a une définition qui est beaucoup utilisée, on dit quelque chose de flexible, de continu, où vraiment on a une attention particulière pour le développement de l'enfant. Donc, on peut penser aux cliniques de vaccination, mais on peut penser aussi au milieu de garde, où les enfants passent énormément de temps avec des personnes éducatrices qui sont formées, mais surtout qui voient beaucoup d'enfants. Puis là, ici, évidemment, il y a Agirto à qui on s'est accroché. Quand on est arrivé, il y avait déjà Agirto qui était mis en place. Puis je pense à l'exemple de l'abécédaire qui est fait à Sainte-Justine, où justement, on va questionner sur le développement de l'enfant pour s'assurer de surveiller la santé, puis le développement optimal. Donc, cet aspect-là est vraiment important. Donc, je vais toujours, dans chacune des sous-composantes, axer sur une composante en particulier parce que sinon, ben, on n'y arrivera pas. Mais je pense qu'après, c'est important de toujours se dire que même les composantes qu'on n'aborde pas sont tout aussi importantes. Là, on en a ressorti, mais elles sont tout aussi importantes. Ensuite, dans toute l'écoute des parents, c'est un aspect qui était beaucoup ressorti. Donc, encore une fois, on peut dire, ben, c'est une question de savoir-être, c'est quelque chose qu'on sait qui est important. Mais nous, on allait plus loin. On disait, OK, mais dans notre énoncé, comment on fait pour s'assurer que comme professionnel, on écoute les parents? De seulement dire à un professionnel d'écouter les parents, c'est pas suffisant. Comment on s'assure de le former? Comment on s'assure de donner les bons outils aux parents, aux professionnels pour bien écouter les parents? Puis comment on s'assure aussi d'accorder un soutien transdiagnostique. Donc, ça veut dire l'enfant, peut-être qu'il n'y a pas de diagnostic ou peut-être que c'est un diagnostic varié au niveau des conditions neurodéveloppementales. Comment on offre dès le départ un soutien aux parents? Là, on voit bien qu'on est avant l'évaluation diagnostique. Donc, comment on fait pour s'assurer de donner ce soutien-là, soit par un soutien transdiagnostique, soit par un coaching parental? Donc, dans notre activité transversale, c'est un aspect qui ressortait beaucoup là, des échanges. On continue et on arrive à l'évaluation diagnostique. L'évaluation diagnostique était quand même, c'était pour ça qu'on était interpellé au départ. Ici, on va regarder les énoncés de façon plus spécifique parce qu'il y en a beaucoup. Pour l'évaluation diagnostique, on a vraiment essayé de découper l'évaluation diagnostique en petits morceaux. Puis en le découpant, ce que ça fait, c'est qu'en évaluation continue, si on veut s'assurer de mettre en place une pratique, c'est plus facile de l'évaluer quand elle est découpée en morceaux. Donc, en évaluation continue, c'est les ordres professionnels, lorsqu'on fait partie d'un ordre, il y a une obligation d'évaluer nos pratiques. Donc, ça nous permet d'évaluer notre pratique. Mais en termes de recherche aussi, si on veut après évaluer l'implantation de la trajectoire, on est capable justement d'aller voir chacun des énoncés, puis d'aller voir comment c'est mis en place et comment c'est évalué. Et un aspect qui ressortait beaucoup, c'était de comment on transmet aux parents les informations. Alors, il faut transmettre aux parents les informations, mais comment on va transmettre les informations? On parle, bon, on peut transmettre sous forme numérique, sous forme écrite. Et c'est vraiment important parce qu'on n'est pas rendu au rapport, on est encore à l'accueil et l'analyse. Donc, lorsqu'on dit transmettre des informations aux parents, qu'est-ce qu'on donne aux parents comme information? Je pense à l'exemple pour une évaluation en autisme, comme bon, ma première spécialité est en autisme. Si on fait la passation d'un outil comme la DOS, est-ce que le parent a écrit quelque part ce que c'est la DOS en termes peut-être simplifiés, accessibles, mais est-ce que le parent comprend ce qu'on fait avec son enfant? Donc, la transmission d'informations, elle se fait en continu, puis elle peut se faire, il y avait justement, qui était très intéressant, il y avait un professionnel qui nous avait parlé d'avoir un tableau de bord pour
avoir toute l'information au même endroit. Nous, on planche sur un projet, Geneviève et moi, puis avec le reste de l'équipe, où on veut travailler sur un portail où on se dit, mais si quand nos enfants ont des retards, ont des besoins particuliers, des vulnérabilités, est-ce qu'on pourrait, comme parents, aller chercher l'information, puis avoir une façon dynamique d'aller chercher l'information plutôt que d'interroger tout ce qu'il y a sur Internet pour aller piger à gauche, à droite. Donc, l'accueil et l'analyse, l'aspect de la transmission de l'information, c'est vraiment un aspect qui était quand même assez important. Toujours dans l'accueil et l'analyse, la discussion avec les parents des modalités qui vont favoriser leur participation. C'est comment, parce que quand on dit on veut que les parents jouent un rôle actif, moi j'ai toujours, on ne peut pas être contre la vertu, tout le monde va vouloir ça. Quand on travaille, on étudie dans nos domaines, moi en psychoéducation, c'est sûr que c'est ce que je veux, mais la question après, c'est mais comment on met ça en place? Puis comment on le met en place? Ben, c'est dans une discussion avec les parents pour vraiment arriver à voir le parent, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce que le parent veut, qu'est-ce qui va convenir à ses besoins. Puis c'est une façon aussi d'assurer une sécurisation culturelle, de s'assurer de répondre aux familles qui sont plus vulnérables, de s'assurer de répondre à la diversité. Donc, c'est cette discussion-là. Après, il y a des paramètres dans ce qu'on peut faire et ne pas faire, mais au moins, on est capable de savoir de quoi on part par rapport aux besoins de l'enfant, des parents et de la famille. Donc, on était toujours dans l'accueil et l'analyse. Ensuite, on arrive dans le processus d'évaluation comme tel. Donc, moi, j'ai travaillé en clinique d'évaluation diagnostique, puis il y a des aspects importants comme l'évaluation globale de toutes les sphères de développement, encore une fois. Évidemment, on va tous vouloir évaluer les sphères de façon globale, mais comment on le fait? Comment on fait pour s'assurer d'évaluer de façon globale? Comment on fait pour s'assurer qu'on va tenir compte des forces et des intérêts? Pour tenir compte des forces et des intérêts, une chose qui est vraiment importante, c'est d'avoir des outils qui vont nous permettre de faire ça. C'est d'avoir une façon de questionner les parents pour amener les parents à être capables de ressortir quels sont les intérêts et les forces de leur enfant. Si on n'a pas d'outils prévus ou de façon de faire, c'est souvent des aspects qui vont passer un peu inaperçus parce qu'on est face à une clientèle plus vulnérable qui présente certains déficits. Donc, l'évaluation globale, oui, on veut le faire, mais il faut voir dans l'équipe qu'est-ce qu'on a comme outil qui va nous permettre d'aller chercher ces informations-là. Un autre énoncé important, s'assurer que l'évaluation repose sur le jugement clinique. Moi, je vous avoue que c'est un aspect que je trouve très, très important, mais pour être capable, pour qu'on puisse utiliser comme professionnel notre jugement clinique, il faut être formé, il faut être soutenu, il faut avoir accès à de la formation. Si on n'a pas accès à de la formation, c'est difficile par la suite d'exercer son jugement clinique. Puis les recherches montrent, hein, quand on prend du temps pour mieux soutenir les professionnels, les médecins, pour qu'ils exercent leur jugement clinique, par la suite, si on prend le mot performance, parce que souvent c'est ce qui est quand même évalué dans le processus d'évaluation par le ministère, oui, on devient plus performant parce qu'on devient plus sûr de notre jugement clinique. On est plus à l'aise d'aller vers des recommandations ou des indications dans un rapport. Puis il y a même des recherches vraiment intéressantes qui montrent comment, même quand on utilise des outils diagnostiques, lorsqu'on regarde, on essaie de regarder la place du jugement clinique par rapport à l'outil d'évaluation standardisé. Le jugement clinique du professionnel, c'est ce qui est le plus lourd en fait sur le fait d'avoir des diagnostics qui vont être posés, puis avec le temps, qui vont être les bons diagnostics. Donc, le jugement clinique est vraiment important, mais en même temps, ça prend du temps, puis ça prend de la place pour pouvoir l'exercer. Si on continue toujours dans l'évaluation diagnostique, oui, se baser sur des mesures qui vont être standardisées, non standardisées, des sources multiples pour aller recueillir l'information. On veut s'assurer d'aller chercher toute l'information nécessaire. L'outil standardisé, il est important, mais c'est aussi important d'avoir une lunette qui va être flexible. Il y a le numéro 3 qui est important, la réponse de l'enfant aux différentes formes de soutien, d'intervention. Donc, on a vraiment quelque chose entre l'évaluation et l'intervention qui doivent un peu vivre ensemble. Donc, on n'est pas dans un processus d'évaluation
Puis après, on va passer à l'intervention, mais même dans notre processus d'évaluation, on veut s'assurer d'aller voir comment l'enfant est capable de répondre à des soutiens qu'on va mettre en place. Puis la réponse de l'enfant peut venir nous donner de l'information pour venir consolider des observations qu'on va faire au niveau diagnostic. Donc, on a vraiment quelque chose où on fait un va-et-vient entre les évaluations qu'on fait, mais également les interventions. On continue toujours dans l'évaluation diagnostique, mais quand même un aspect vraiment important, là, tout ce qui est l'équipe interprofessionnelle, puis vraiment de s'assurer d'avoir une collaboration entre interprofessionnels, donc une collaboration entre les différents intervenants qui travaillent auprès de l'enfant et de la famille. Puis ici, la collaboration interprofessionnelle, c'est quand même un aspect intéressant. J'ai été relire le rapport OSÉ, Geneviève, qu'on a, je pense que c'est en 2014, mais je voulais aller me remettre dedans, puis je voyais que les gestionnaires et les professionnels à l'époque disaient que c'était un facteur pour eux facilitant. C'était vraiment quelque chose où ils sentaient ils se sentaient plus sûrs des conclusions qu'ils apportaient lorsque le travail ou la collaboration interprofessionnelle était plus soutenue, plus importante, plus forte. Donc ça, ce que ça nous dit, c'est encore une fois, tout à l'heure, on parlait du jugement clinique. Si on donne les moyens aux professionnels d'avoir du soutien pour le jugement clinique, si on a des équipes où on leur permet de mieux travailler ensemble, mais on a justement des personnes, des professionnels par la suite qui sont plus certains des conclusions qu'ils vont apporter. Donc ça, c'est un aspect qui ressortait déjà à l'époque, puis qui est ressorti encore des travaux plus récents. On a ensuite, toujours dans l'évaluation diagnostique, l'expertise et la formation. Des fois, je regarde un peu de côté parce que je me suis écrit des petits trucs pour rien oublier. Par rapport à l'expertise, la formation, avoir accès à des modalités de supervision directe et indirecte, puis ça, c'est vraiment un aspect qui est très important. Euh, le temps de formation, de supervision, encore une fois, c'est un peu la même chose si on veut le lier au jugement clinique. Ce temps-là, c'est comme, il faut le voir un peu comme un investissement de temps, mais comment on le fait? Comment on le fait? Comment on arrive, ben on le fait aujourd'hui un peu, mais comment on arrive à être mieux outillé ou formé ou aller chercher les formations nécessaires? C'est sûr qu'il y a il y a des formations pour l'utilisation des outils ou des programmes qu'on peut aller chercher, puis c'est déjà vraiment très bien. Mais dans le continu, il y a tout l'aspect du co-développement. Comment on peut s'assurer que dans nos pratiques, on est bien capable on est bien capable dans nos pratiques d'arriver à avoir le soutien nécessaire à chaque période de notre vie professionnelle, que ce soit au début de notre vie professionnelle, mais même en cours de route. Puis, bien évidemment, dans les exemples que j'ai écrits, dans les modalités de supervision directe, indirecte, bien, le programme ECO, qui est entre autres mis en place à Sainte-Justine, mais moi, quand j'ai entendu parler de ce programme-là, donc on est vraiment dans un programme justement où on obtient du soutien, où on a vraiment de la mobilisation des connaissances, mais on a vraiment tu sais, on peut renforcer les capacités, les compétences des professionnels sur des sujets particuliers. C'est sûr que je trouvais que c'était un bel exemple qui venait s'intégrer dans cette partie-là du rapport, de bien arriver à voir comment on va justement assurer cette supervision-là directe et indirecte. Donc ça, c'est un autre aspect vraiment important ici dans l'expertise et la formation. Puis, l'autre aspect, c'est au niveau des conclusions diagnostiques qui sont tellement importantes. On dit consulter les parents avant la rencontre bilan pour déterminer c'est quel accompagnement on peut leur donner ou comment on peut se rendre un peu flexible au niveau de l'accompagnement qu'on va donner aux parents. Bon, moi, je suis psychoéducatrice. En psychoéducation, on a une structure d'ensemble où on va regarder quel est le temps, quel est l'espace. Mais l'espace est important. J'ai eu la chance d'observer dans une clinique, bon, c'était pas au Canada, mais c'était dans une clinique où le diagnostic était donné, c'était dans une genre de pièce avec deux petits fauteuils, il y avait une petite table,
Puis lorsque j'ai vu ça, je me disais, ah, c'est intéressant, c'est pas comme la salle de réunion où moi, j'accueillais les parents pour leur donner pour participer, c'est pas moi qui donnais le diagnostic, mais pour participer à l'annonce du diagnostic. Donc, il y a quelque chose vraiment à réfléchir au niveau de, comme parents, comment on peut se faire accueillir le mieux possible pour que ce moment-là, qui est un moment qui peut présenter quand même certains obstacles, qui peut être difficile, qui peut être anxiogène, comment ce moment-là, on peut le faire passer de façon un peu plus douce. Puis la consultation des parents, un peu comme je l'ai dit tout à l'heure, on assure à ce moment-là de bien répondre à la diversité des familles. Les parents qui reçoivent le diagnostic, on a des parents, il y a une grande diversité dans les parents qui reçoivent le diagnostic, même dans la compréhension de ce qu'on va dire au niveau de l'annonce, puisque je me suis écrit que je trouve important, j'aime beaucoup le proverbe africain qui dit, il faut tout un village là, pour éduquer un enfant. Lorsqu'on consulte les parents, on va peut-être aussi évaluer avec les parents, est-ce qu'il y a quelqu'un de significatif qui pourrait être avec eux? J'ai vu des exemples de parents qui sont tout seuls pour venir recevoir le diagnostic. Est-ce qu'à ce moment-là, il y a une grand-maman ou un grand-papa ou tu sais, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut être là? Est-ce que la personne, elle a une personne significative qui sera un soutien puis qui pourra l'accompagner par la suite lorsque le parent repart avec justement cette annonce diagnostique-là? L'autre aspect dans les conclusions diagnostiques, c'est tout l'accompagnement du parent dans la compréhension du rapport d'évaluation. C'est quelque chose, moi, qui me questionnait même avant que ce soit mis, qu'on en discute en fait avec le comité consultatif et les différentes parties prenantes. On a beaucoup entendu des parents qui nous disaient, on reçoit un rapport de 20 pages ou de 25 pages. Il y a plein de choses qu'on ne comprend pas dans le rapport. Donc, comment on accompagne le parent? Le rapport, peut-être qu'il reste comme tel, mais qu'est-ce qu'on met en place en plus du rapport pour s'assurer d'avoir la compréhension des parents? Est-ce qu'il y a un petit résumé qui peut être donné? Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent être représentées sous forme de schéma? Qu'est-ce qu'on fait au niveau visuel, schématique pour aider les parents à comprendre ce rapport-là qu'ils vont partager? Parce que le rapport est très souvent partagé par les parents. C'est eux qui ont le consentement pour partager le rapport. Donc, c'est eux qui vont... Donc, on veut qu'ils le partagent, mais pour qu'on partage quelque chose, il faut s'assurer de la compréhension. Donc, cet accompagnement-là, c'est quelque chose qui ressortait aussi beaucoup des conclusions diagnostiques. Et puis, on a, encore une fois, s'inscrit des activités transversales. Comment on fait pour pour bien arrimer notre évaluation diagnostique et notre post-évaluation? Donc, si on parle d'activités transversales, ça veut dire que ces deux éléments-là, ces deux composantes-là ne vivent pas toutes seules, elles sont accrochées. Donc, on s'assure qu'il y a une passation d'informations, on s'assure que le parent est accompagné entre les deux. Donc, nos transversales, c'est vraiment ça que ça veut dire. C'est vraiment comment on va assurer cette continuité pour arriver à la post-évaluation, notre dernière sous-composante, où vraiment ici, on est ici dans le suivi puis l'accompagnement de l'enfant, des parents, de la famille. Et là aussi, ici, ben, c'est beaucoup comment on va mettre ça en place. Il y a toute la question des suivis post-diagnostic. Nous, c'est quelque chose qu'on avait mis en place. Qu'est-ce qu'on entend par suivi post-diagnostic? Donc, quelle est la différence entre le suivi post-diagnostic et les services qui sont offerts après? Le suivi post-diagnostic, c'est l'accompagnement au diagnostic. C'est on apprend une nouvelle à des parents, on leur apprend quelque chose qu'ils ne savent peut-être pas, comment on les accompagne après pour qu'ils soient capables dans leur quotidien de soutenir leur enfant ou surtout de bien comprendre ce qui est expliqué. Puis encore ici, on a des programmes de soutien qui sont mis en place. Je pense à IPAT, où on est plus dans le soutien émotionnel, puis le soutien vraiment du parent, le soutien psychologique du parent. Mais on est aussi dans, là je vais le lire parce que je me rappelle jamais, disons, le programme de développement des compétences des personnes proches aidantes, le DCPA, j'espère Martine que je le dis bien, de l'Organisation mondiale de la santé, mais qui est implanté ici. Donc, où là, on est plus, je vais vraiment résumer, simplifier, mais on est plus dans un accompagnement au niveau guidance parentale. Puis, on parle d'approche transdiagnostique, hein, donc on est
chez des enfants qui ont peut-être, finalement, qui auront peut-être un diagnostic d'autisme ou peut-être un diagnostic de TDAH, donc qui pourraient avoir des diagnostics divers. On arrive à notre dernière et Geneviève, je vais te passer la parole pour... Donc, oui, merci Claudine. Je pense est-ce que vous m'entendez bien? J'ai l'impression d'avoir perdu mon micro. Oui, ça va bien, parfait. Alors, de notre rapport de ce projet-là, là, je me rappelle plus combien de pages à ça, là, il est épais de même. Euh, Puis la présentation, elle est très synthétique. On s'est attardé beaucoup à la dimension là, de l'évaluation avec en mettant l'emphase sur certains énoncés pour illustrer. Donc, euh, et bien sûr, ça va beaucoup plus loin. Puis c'est pratiquement le travail, le modèle logique, une proposition de processus clinique. Donc, ce qui est à retenir en fait de cette démarche-là, d'abord, les travaux n'ont pas commencé il y a 2 ans et demi, il y a 3 ans, là, quand on a commencé le projet, puis qu'on a consulté les parties prenantes. Ça fait des années qu'on travaille sur ces questions-là, pas juste nous comme chercheurs ou pas juste les cliniciens qui sont impliqués, probablement plusieurs qui sont ici là, dans la rencontre d'aujourd'hui. Donc, on réinvente pas la roue avec les éléments à retenir. C'est des éléments qu'on a entendus longtemps, qu'on lit depuis longtemps, mais sur lesquels on veut mettre vraiment l'emphase, puis sur lesquels notre démarche de recherche a attiré l'attention. D'abord, dans la modalité, la méthodologie qu'on s'est donnée pour produire ces résultats-là, qui est une démarche participative et collaborative qui vise la transformation des services, la transformation des pratiques. Dans le guide provincial là, du ministère qui oriente les services d'évaluation diagnostique, le ministère propose ou invite chacun des milieux à, en fonction de ses réalités locales, régionales, à implanter sa propre trajectoire. Donc, tout comme notre recherche s'est fait avec les parties prenantes, ben, ce qu'il faut retenir, c'est l'apport, la contribution de ces démarches participatives-là, que ça soit pour produire des résultats de recherche, que ça soit pour développer des pratiques, pour développer des services, que ça soit pour les évaluer aussi avec l'apport, la contribution des différents parties prenantes. Donc, des gestionnaires, des cliniciens sur le terrain de différents ordres, pas juste ordre professionnel, mais de différents statuts d'emploi, les principaux concernés qui sont les parents, les familles. On parle beaucoup du patient partenaire dans nos services, l'usager partenaire. Donc, faisons-le participer avec toutes les compétences expérientielles qui peuvent mettre à profit pour nos organisations. Donc, ces démarches-là participatives porteuses de changement puis de transformation concrète sur le terrain. L'autre élément à retenir, c'est toute la notion d'accès équitable pour tous les enfants. D'abord, l'accès équitable pour les enfants, souvent on parle des enfants 0-5 ans. Vous remarquerez que nos travaux se sont attardés puis ont ciblé vraiment comme population cible le 0-7 ans. Et c'est pas anodin ça qu'on a fait le choix de dépasser le 5 ans. C'est pour assurer d'abord la prise en compte d'une des transitions très importantes qui est celle de l'entrée à l'école. On sait que c'est une transition importante pour l'enfant, pour la famille. Également, pour assurer l'identification d'enfants qui auraient pu passer aussi sous le radar durant la période de la petite enfance du 0-5 ans. On pense notamment aux enfants qui peuvent présenter certaines atypies qui n'auront pas été détectées durant la période, les services 0-5 ans. D'inclure toutes les conditions neurodéveloppementales aussi dans l'accessibilité des services puis dans la façon de réfléchir les trajectoires des milieux qui ont développé. Puis on sait que la proportion de diagnostics donnés en autisme est plus importante que les autres conditions ou troubles neurodéveloppementaux, mais d'avoir une trajectoire des services qui intègre toutes les conditions neurodéveloppementales, puis on pense à l'équité à travers les différentes régions du Québec. Donc, on a eu
des parents, comme je vous l'ai dit là, au début, qui provenaient de différents horizons, puis de différentes régions, puis tout le défi d'avoir des services équitables pour son enfant quand on vit en région plus éloignée. On peut penser à l'apport de la télésanté, par exemple, pour rapprocher finalement les parents, les familles plus éloignées des grands centres, d'utiliser là, les modalités que la technologie nous donne aujourd'hui pour assurer cette équité-là, notamment, même si, bien sûr, là, on n'espère pas revivre la situation de confinement durant la pandémie où le parent filmait son enfant là, pour réussir à faire un dépistage ou avoir des informations pour une évaluation. Là, c'est pas de revenir à ça, mais c'est de favoriser vraiment cette équité-là pan-provincial. La priorité aux besoins de l'enfant et de la famille dans un processus clinique non linéaire, la trajectoire proposée avec ces activités transversales notamment, permet justement de penser une trajectoire d'évaluation du diagnostic qui est pas linéaire et où le diagnostic n'est pas la finalité. La finalité, c'est la réponse aux besoins d'enfants, le service donné aux enfants, l'accompagnement donné aux familles. C'est ça la finalité. Et on a une trajectoire d'évaluation du diagnostic parce qu'on a des soupçons, parce qu'on a dépisté, parce que ça va être soutenant pour en finalité pour orienter les interventions, etc. Mais la finalité, c'est pas d'avoir un diagnostic, c'est de donner des services. Parmi notre échantillon, il y avait certains parents dont les enfants avaient des grands besoins quand ils étaient jeunes, ils avaient des conditions génétiques rares, par exemple. Puis le pire des scénarios, c'était d'arriver au terme de l'évaluation du diagnostic, être sans diagnostic et devenir, parce que ce diagnostic-là précis était manquant, en absence de service. Donc, des situations où les besoins étaient peut-être les plus complexes et les plus grands, en l'absence de diagnostic, ben, les enfants n'avaient pas accès à la gamme de services. Donc, de rompre un peu avec ce schéma-là, là, diagnostic, service. Puis je sais que dans les milieux, ça commence ou ça se poursuit là, de s'implanter durant quelques années. Ça nous ravit de savoir ça. On dit ça depuis tellement longtemps, Claudine, cette importance-là de prioriser les besoins. La reconnaissance du parent comme expert et acteur à part entière. Donc, une des façons de reconnaître le parent puis de vraiment s'assurer qu'il puisse participer, c'est notamment en lui donnant des informations sur comment ça va se passer, qui va être présent, qu'est-ce qu'on va évaluer, qu'est-ce qu'on va tester, de le renseigner pour qu'il puisse être outillé pour jouer son rôle d'acteur. Je voyais dans le chat tout à l'heure, dans la conversation, une question qui disait comment pouvez-vous nous en dire un petit peu plus? La personne faisait un lien avec toute la question de la sécurisation culturelle. Ben, notamment en reconnaissant le parent à part entière comme expert, comme acteur premier, c'est de s'intéresser également. J'entends comme un bruit de fond qui, je sais pas, ça vient d'où. Je pense que non. Ah, merci. Désolée, j'étais vraiment, surtout avec mes écouteurs, là, ça interférait vraiment avec ma voix. Donc, la reconnaissance du parent, puis le lien avec les modalités qui permettent d'impliquer les parents, ben, ça peut être, moi, j'ai une expertise notamment au niveau de l'accompagnement et de l'expérience des familles immigrantes qui vivent avec un enfant en situation de handicap. Donc, des parents nouvellement arrivés, des fois qui ne parlent pas, qui parlent pas la langue ou qui comprennent un petit peu le français, ont certaines notions en anglais. Donc, si on a besoin d'un interprète, de savoir aussi auprès de l'interprète préalablement comment ça se traduit, les mots qu'on va dire. Des fois, les mots n'ont pas de référent dans les langues des parents.
des parents qui sont revenus à la maison puis ont traduit leurs mots, tu sais, appelé la famille pour se faire dire, ben, ça veut dire que ton enfant est fou. Euh, il peut y avoir toute une charge, le poids des mots, le parcours migratoire, les conditions d'adversité dans lesquelles les parents peuvent vivre également, qui viennent faire un espèce de contrepoids, puis ajouter des obstacles à l'accessibilité des services. On peut parler des questions socio-économiques, des parents, notamment des mères monoparentales, etc. Donc, toute cette reconnaissance-là du parcours de vie des parents qui nous permettent de mieux reconnaître leur rôle et de renforcer justement en les soutenant davantage pour qu'ils puissent s'impliquer. Le rôle clé de l'intervention pivot, ça fait longtemps qu'on parle de ça. On le nomme, je pense qu'il n'y a pas de recherche depuis les 20 dernières années. Je compte plus les années qui s'intéressent pas à cette question-là, puis à ce rôle clé, la présence d'un intervenant qui va assurer la continuité dans les services qui vont être offerts. Il peut y avoir un défi à mettre en œuvre cette position-là, ce statut-là, ce rôle-là, cette fonction-là d'intervenant pivot en, selon les contextes, selon les ressources disponibles, humaines ou matérielles. Mais l'idée, c'est que les enfants et les familles qui parcourent les trajectoires vivent moins ces points de rupture et de discontinuité dans les services. Donc, par l'accompagnement d'un acteur principal qui peut faire les liens avec les différents professionnels, avec les différents services, avec les services internes, par exemple, d'un CIS ou d'un CIUS, le centre de la petite enfance ou l'école ou les organismes communautaires, par exemple, qui peut jouer un rôle un peu de chef d'orchestre envers la famille, mais aussi envers les autres intervenants de l'équipe clinique, en renseignant l'équipe clinique du développement de différents enjeux, des obstacles pour assurer la continuité là, des services depuis le dépistage. Je termine par le soutien aux équipes cliniques. Claudine en a mentionné, là, c'était un de nos derniers points, donc le besoin que les professionnels disent ou exposent d'être mieux soutenus cliniquement. On sait que c'est une portion de l'exercice professionnel qui a une portion de l'exercice qui a un peu fondu au soleil. Hein. Les attentes sont longues. On veut assurer une meilleure productivité, on veut assurer une prise en charge plus grande, voir plus de familles pour justement combler les besoins qui sont si énormes. Mais quand on laisse pas d'espace pour se former, se ressourcer, pour assurer de la supervision clinique, du développement professionnel, ben on perd la richesse de l'expertise. Hein? Puis, avec les départs à la retraite, le roulement de personnel, ben ça peut rapidement, dans une équipe où il y a un niveau d'expertise très élevé, il s'agit qu'il y a 2 ou 3 départs et puis on perd toute la richesse du mentorat. Donc, de mettre des instances en place, de garder, de nourrir ces instances-là pour assurer le soutien aux équipes cliniques. Puis, j'ajouterais aussi, on a un référent où on pense souvent les équipes cliniques à l'interne, mais pensons à intégrer aussi les services de proximité, les autres acteurs qui peuvent bénéficier de ces espaces-là qu'on crée pour s'alimenter mutuellement, pour parfaire nos connaissances, pour développer nos compétences. On peut bouger un, à la diapo suivante. Merci. Donc, Pardon, je suis vraiment désolée d'interrompre, juste pour mentionner qu'on est à 5 heures. oh, pardon. Oui, oui. Et donc, je voulais voir si peut-être on pouvait prendre une minute pour terminer puis laisser un peu de place aux questions pour les gens si ça vous dérange pas.
C'est presque Merci Martine. parfait. Désolée, j'ai manqué j'ai manqué l'horloge. Donc, ben la suite rapidement là. Évidemment, la suite c'est de soutenir chacun des milieux dans l'implantation de sa trajectoire là, en fonction des réalités locales, régionales. Geneviève, De ça coupe quand tu ah, parles. ah, mais veux-tu y aller, Claudine? Je vais dire, ça coupe la suite que je ne vais aller dire. Je pense qu'il faut retenir ici, c'est vraiment comment on va implanter. On a une trajectoire auquel on a réfléchi. C'est une trajectoire de référence. Mais suite à ça, comment on arrive à l'implanter, donc comment elle va être assignée, comment elle va être réalisée. Et là, on peut aller évaluer et contextualiser comment c'est mis en place en impliquant les parties prenantes, les différentes parties prenantes. Puis je pense que ça, cette diapo-là, on peut la passer rapidement, mais elle est vraiment essentielle parce que c'est comme ça qu'on s'assure d'avoir une évaluation continue et d'avoir une amélioration de nos pratiques. Puis pour laisser du temps aux questions, ici, il n'y a rien à dire, c'est juste un peu l'ensemble des travaux, comme il y a les orientations du ministère qui découlent de nos travaux, donc les articles, donc je pense pour pouvoir aller plus loin. Et pour pouvoir laisser une petite minute aux questions, on va seulement mettre la petite diapo de remerciement à tous nos collaborateurs. Merci. Un grand merci. Vraiment, votre projet, là, c'est tellement riche en contenu. Moi, j'aurais pu vous continuer à vous écouter pendant vraiment encore très longtemps, mais on va laisser la place aux questions. Une petite question tout de suite avant de voir. On se demande si on pouvait avoir accès à ce rapport, justement, où vous présentez les éléments de votre projet et les éléments considérés pour la trajectoire. Vous Mais bien pouvez sûr, revenir avec à, plaisir. vous pouvez revenir Oui. à la diapo Bon, précédente. ici, donc, désolée, OK, voilà, ici, donc oui, tout à fait. En fait, le rapport, si on pourrait tout envoyer, Martine, mais tout ce qui est ici, si on fait développement du modèle logique, on le trouve sur Internet assez facilement, mais on peut envoyer tous ces documents-là, mais oui, parce que vous savez, 50 minutes pour présenter ça, c'est ça, on a travaillé fort, on a coupé beaucoup. Puis malgré tout, on a couru, donc, mais oui, avec plaisir. Il y a toute Parfait. Donc, cette information-là disponible gratuitement, y oui, compris les articles scientifiques qui oui, sont en open source, là, donc on oui. peut les trouver. Vous retrouverez les références précises dans le PowerPoint là, à la fin. Je ne sais pas si vous allez rendre le PowerPoint disponible aux participants. Martine, Eliana. On allait permettre la vidéo, Ah, mais on n'avait pas pensé aux diapos. Ça dépend si vous voulez qu'on les partage avec eux, on peut le faire aussi, pas de problème. Puis absolument. S'il y a les les- diapos, c'est un accès plus facile aux références, puis je pense que ça va. Exact. Oh, OK. je vais faire ça. Merci. Alors, d'autres questions pour nos conférencières? Je vais juste m'assurer que j'ai rien raté dans la conversation. Non, ben si c'est tout, mon Dieu. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, ben on peut terminer ça comme ça. Alors, vraiment un grand merci, Geneviève et Claudine, au nom de votre équipe de collaborateurs et collaboratrices, d'être venus nous partager ce gros travail que vous avez fait et on va partager donc les informations, les références, ainsi de suite, pour ceux qui veulent ceux et celles qui veulent aller creuser un petit peu plus le contenu. Je sais que Eliana va mettre dans le fil de conversation aussi partager d'autres événements qui s'en viennent, organisés par le RTSA et par la plateforme CanFran aussi sur différents sujets. Et encore une fois, si vous n'êtes pas membre, je vous invite à vous inscrire en tant que membre parce que c'est la meilleure façon de recevoir les informations au sujet de nos événements qui s'en viennent aussi. Et je l'ai dit dans la conversation, mais je vais le redire à haute voix, les enregistrements on enregistre ces conférences et elles sont aussi diffusées par la suite. Donc, si vous avez manqué des bouts ou vous voulez partager avec des collègues, ce sera accessible aussi. Merci beaucoup pour cette organisation. Merci. Merci tout le monde. Merci à vous, comité Merci. organisateur.
Oui. D'accord. Au revoir et bonne soirée à tout le Au monde. revoir, bonne Bonne soirée. soirée.